Il est 20h à Bamenda dans le nord-ouest du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce samedi 16 décembre. Un projet pour renforcer la résilience des populations des 3 régions septentrionales camerounaises. En 36 mois, le projet devra apporter des réponses spécifiques aux différentes menaces terroristes et permettre à l'économie locale de retrouver une nouvelle santé. Développement de l'activité agro-pastorale, les programmes ACFA et C2D distribuent 127 millions de francs CFA à des agriculteurs et éleveurs du nord-ouest Cameroun. Le but est d'améliorer qualitativement et quantitativement les récoltes et limiter l'importation des denrées alimentaires. Et puis, prévu ce samedi, l'ouverture de Yafé en fait n'a pas eu lieu et pour cause, un communiqué du sous-préfet de Yaoundé 2 demandant la délocalisation du site de l'événement. Les conditions sécuritaires ne sont pas réunies selon le sous-préfet. La Fondation Interprogress rassure néanmoins de l'ouverture de Yafé lundi prochain. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. Un projet pour renforcer la résilience des populations des 3 régions septentrionales. En 36 mois, le projet va apporter des réponses spécifiques aux différentes menaces terroristes et permettre à l'économie locale de retrouver une nouvelle santé. Les précisions d'Eric Nguélé. Confronté chaque année à la sécheresse, aux inondations, aux invasions des insectes et oiseaux granivores, l'Adamawa, le nord et l'extrême nord sont en plus en but aux activités pernicieuses de la secte Boko Haram et aux incursions des rebelles centrafricains qui font des déplacés internes, des réfugiés et contribuent de manière significative à l'affaiblissement de l'activité agro-pastorale et du tissu économique local. Face à tout cela, les populations, quoique vulnérables, tiennent bon. À eux est destiné depuis le 12 décembre le projet de renforcement de la résilience des populations septentrionales du Cameroun, financé avec l'appui de l'Union européenne à hauteur de 7 millions d'euros. On s'est rendu compte de ces populations avec un niveau de vie très bas par rapport aux enquêtes qui ont été mises. Donc c'est dans cette logique que nous pensons que le projet s'y peut contribuer en améliorant leurs conditions de vie, soit en les apportant un appui au niveau de la nutrition, un appui au niveau de l'agriculture, un appui au niveau de l'élevage. Ceci permettrait qu'ils puissent résister au choc et qu'ils puissent se reconstruire et permettre à ce que leurs conditions de vie soient améliorées et assurer la cohésion sociale. C'est l'une des nombreuses réponses du gouvernement face aux besoins innombrables des populations de cette partie du pays, parmi les plus pauvres du Cameroun. Dans la région de l'Adamawa par exemple, le taux de pauvreté monétaire est de 47% contre une moyenne nationale de 37% selon la 4e enquête camerounaise auprès des ménages. La prévalence de la malnutrition chronique et l'insuffisance pondérale sont respectivement de 32 et 20%, entre autres indicateurs qui démontrent à suffire l'importance d'un tel projet. Reportage signé Eric Nguélé et Abdoulaziz Dewa. Protection des enfants et des réfugiés en zone d'extrême pauvreté, l'UNICEF et ses partenaires sont préoccupés par la question. Les tout-petits sont tardivement admis à l'école, les jeunes filles envoyées précocement en mariage. Des projets sont mis sur pied dans la région de l'Est avec priorité à l'éducation et à la protection. Les précisions de Bron Kamgar et d'André Marindia. Engagés dans du poto-poto pour fabriquer des briques de terre, ces jeunes et parents veulent développer un centre de petite enfance au village à Boboutila. C'est un peu comme une forme de développement participatif. Ils vont construire le centre parce que ça sera dans le village, c'est pour leurs enfants. Et CRS, avec les fonds SIDA, va équiper le centre. Nous sommes à l'est du Cameroun, près de Gado-Badéré, où l'insertion scolaire des enfants se fait encore tardivement. On s'est rendu compte que dans ce secteur, il n'y a pas d'école maternelle et que les enfants pour aller à l'école vont directement à la cible. Ce qui n'est pas toujours bien au niveau de la formation même. Donc, il est question qu'on mette en place des CPC dans au moins 10 villages ici. Ce projet est financé par la Swedish International Development Cooperation Agency, en abrégé SIDA, grâce à l'UNICEF. La mise en œuvre assurée par l'ONG Catholic Relief Services est bien accueillie dans cette localité. Ça va apporter un renouvellement à mes enfants
à bas âge, c'est là qu'ils vont commencer à beaucoup apprendre le français, à lire. SIDA, UNICEF et CRS dans ce projet veulent œuvrer pour l'éducation des enfants, mais aussi pour leur protection, avec une vision à long terme. Que ces CPC soient reconnus par l'État et que l'État commence à prendre en charge les animateurs des CPC. Parce qu'il faut dire que les animateurs des CPC ne sont pas pris en charge ni par CRS ni par l'État. Nous on les forme, mais l'animateur doit le faire pour le bien de sa communauté. L'éducation dès le bas âge évitera les grossesses et mariages précoces très fréquents dans la région de l'Est. L'accompagnement des jeunes filles victimes ainsi que des réfugiés figure également dans ce programme. Développement de l'activité agropastorale, le programme ACEFA et C2D finance les groupements agropastoraux. 127 millions de francs CFA ont été distribués aux bénéficiaires du Nord-Ouest. Objectif, améliorer les récoltes tant sur le plan de la qualité et de la quantité et à terme, assurer l'autosuffisance alimentaire et limiter l'importation des denrées alimentaires. C'est ce que nous disent Junior Roussin et Annie Collins. Ces 127 millions mis à la disposition des groupements agropastoraux du Nord-Ouest sont non remboursables. Mais les bénéficiaires ont l'obligation de réaliser les projets pour lesquels ils ont été financés sous peine des poursuites judiciaires. Les financements sont issus de l'ACEFA, le programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agropastorales et du C2D. Des 36 groupements agropastoraux au rendez-vous de cette cérémonie de remise des chèques, 7 seront inéligibles. Ils doivent régulariser leurs procédures dans leur localité. Les bénéficiaires viennent de la Ndonga Manton, de Mbui et de la Menzam. Ils sont essentiellement des éleveurs, des agriculteurs et aquaculteurs. Ils seront accompagnés dans la réalisation de leurs projets par les conseillers du MINADER et du MINEPIA. Les 58 départements que compte le Cameroun seront désormais couverts par le programme ACEFA. Je vous invite dans un tribunal pas comme les autres pour vivre un procès. À la barre, une femme accusée d'enlèvement de mineurs. Vous ne l'avez certainement pas imaginé, c'est une simulation qui se déroule à l'école normale d'administration et de la magistrature. Les élèves de la session magistrature et greffe appellent l'exercice le barreau d'éloquence. Arnaud Guefac et Luc Vondon les ont suivis. Voici l'accusée aux allures déboussolées. Sur elle pèse l'enlèvement de mineurs comme chef d'accusation, ici porté devant le tribunal. Toute la vérité. Toute la vérité. Rien que la vérité. Et là, le tribunal est constitué. Président, juge, procureur, greffier, tout au complet. Un procès des émotions avec. Toutes les attitudes professionnelles convoquées pour un procès en simulation à l'École nationale d'administration et de la magistrature, ENAM. La filière magistrature et greffe appelle ça le barreau d'éloquence. Bien que ceci puisse paraître pour certains comme une simple simulation, elle est le reflet de la réalité et des problèmes auxquels devront faire face les magistrats dès la sortie de l'école. Ainsi, lorsque nous officions comme président en ce qui me concerne, vice-président, c'est-à-dire jury, nous devons toujours savoir dans quel cadre la loi est appliquée de façon idoine à des situations concrètes auxquelles nous faisons face tous les jours. L'activité entre dans la politique pédagogique de l'école, celle de mettre la théorie et la pratique ensemble, avec l'idée de mettre les élèves sur la trace véritable du monde professionnel. Il s'agit pour nous de rendre les élèves de la division de la magistrature et des greffes véritablement opérationnels à l'issue de leur formation. Ils sont au mois de décembre à la fin de leur formation. Et nous les mettons en situation professionnelle et pratique. Pour cela, nous organisons un procès, un simulacre de procès où ils jouent pleinement le rôle qu'ils auront à jouer dès les premiers jours où ils seront en juridiction. C'est ça, former les magistrats et greffiers professionnels de
parti pour le marché de Noël. La 9e édition a officiellement été ouverte hier au club Camtel de Bépanda par le docteur Fiston Etonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Auprès de lui, les grands conseillers. Alex Lembe et Guy Fotso étaient avec eux. Placé sous le signe de la famille en fête, la 9e édition du marché de Noël a officiellement été ouverte vendredi par le docteur Fiston Etonnet. Cette 9e édition est en fait la 2e sous le partenariat formel entre les organisateurs du marché de Noël et la ville de Douala. Si l'objectif majeur du marché de Noël, c'est de réunir et concentrer toutes les populations pour les fêtes de fin d'année, c'est également l'occasion idoine de visiter les stands économiques, de rencontrer les opérateurs économiques, échanger et même acheter des produits de consommation courante à des prix défiant toute concurrence. Il est tout à fait normal qu'après 12 mois de travail, qu'on s'arrête un peu pour s'amuser, on s'arrête un peu pour manifester vraiment notre solidarité, notre goût de vivre ensemble dans la ville de Douala. Occasion a également été donnée au premier magistrat de la ville de Douala de remettre des cadeaux aux orphelins du sida du centre Soninka qui, en ces fêtes de fin d'année, ne se sentiront pas esselés. Nous nous réjouissons que les familles de Douala, qui connaissent déjà le marché de Noël, soient extrêmement contentes. C'est un moment où les familles se retrouvent, c'est un moment où les parents s'amusent avec les enfants, c'est un moment où toute la ville de Douala est en fête et même ses environs. Pour cette année, ce qui est des innovations, nous avons notre village de Bethléem qui a été entièrement rénové, recréé et traditionnalisé. Nous avons notre podium central qui accueille tous les artistes nationaux et internationaux. Nous avons les commerçants, les entreprises qui offrent d'ailleurs beaucoup de prix promotionnels et beaucoup de cadeaux aux visiteurs. Et nous avons notre Fun City qui est un grand aire de jeu où tous les enfants, tous les parents d'ailleurs peuvent s'amuser. Jusqu'en début janvier, occasion sera donc donnée aux populations de la ville de Douala et même des environs d'y faire un tour et surtout de profiter de cette 9e édition du marché de Noël. Dans l'actualité, ce samedi, l'ouverture de Yaoundé en fait n'a pas eu lieu et pour cause, un communiqué du sous-préfet de Yaoundé 2 demandant la délocalisation du site de l'événement. Les conditions sécuritaires ne sont pas réunies selon le sous-préfet. La fondation Interprogress rassure néanmoins de l'ouverture de Yafé lundi prochain. Les explications de Brand et Constant Kamga. De la 12e édition de Yafé ce samedi, accès interdit à tous au palais polyvalent des sports de Yaoundé. À l'origine, un communiqué du sous-préfet de Yaoundé 2 signé du 14 décembre 2017 demandant à la fondation Interprogress de délocaliser le site de l'événement. Le sous-préfet sait très bien que cet événement aura lieu. Il avait demandé un certain nombre de travaux qui était du domaine de la communauté urbaine. La communauté urbaine a pris sur elle de le faire et nous, en tant qu'organisateurs, on n'avait pas de soucis. Les travaux en question portaient sur les dispositions sécuritaires et la mise en place des parkings pour véhicules, jusqu'ici non existants. Nous voulons bien qu'il y ait la fête, mais on veut également éviter des désagréments aux habitants de la ville de Yaoundé. C'est pour ça que nous avions, compte tenu des problèmes rencontrés par le promoteur, prescrit plutôt la délocalisation de Yafé pour le site de la foire de Tinga. La délocalisation de Yaoundé en fait n'aura pas lieu, à en croire ce communiqué de la fondation Interprogress, promotrice de Yafé. Yafé ouvre ses portes lundi 18 décembre au palais des sports de Yaoundé à partir de 12h précises. Bémol, le sous-préfet n'est pas informé de cette date. Les conditions que nous avons exigées ne sont pas encore remplies. L'ouverture de Yaoundé en fait au palais des sports de Yaoundé impose donc le respect du cahier de charge. Les exposants, eux, sont déjà présents sur le site. Ils n'attendent plus que le coup d'envoi de Yafé 2017.
Le premier départ de l'Open Golf Canal 2 International à Kribi a été donné ce matin avec tout d'abord les plus jeunes. Près de 24 enfants de différentes catégories ont tapé à la balle par le capitaine des Jeux Francis Ngandi. Près de 60 adultes répartis en série de débutants et amateurs ont passé du bon temps sur le circuit de l'Open Golf à Kribi, un country club, une initiative de Canal 2 International qui signe là une grande première avec le tout premier Open de cette discipline organisée par médias privés. Demain s'achève la compétition avec une retransmission en direct de Kribi prévue autour de midi. À l'étranger, la Cour pénale internationale vient de mettre sur pied une nouvelle disposition permettant désormais de juger les crimes d'agression. Cette inculpation déjà prévue dans les textes de la CPI a longtemps été un sujet épineux et de forts débats. C'est ce que nous dit Junior Roussin. Après les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et les génocides, la Cour pénale internationale pourra désormais juger les crimes d'agression entre États. C'est au cours de l'Assemblée générale de la CPI tenue à New York aux États-Unis que ce quatrième chef d'inculpation a été mis en action. Cette inculpation constitue pour la Cour pénale internationale de reconnaître l'attaque de la souveraineté d'un pays par un autre et de désigner des coupables présumés parmi ses dirigeants. Les crimes d'agression, sujet longtemps débattu à la CPI, avait été abordé en 2010 lors d'une conférence à Kampala. Mais 89 pays avaient refusé de ratifier les amendements élaborés pour mieux définir le concept. Selon l'avocat Jean-Louis Gillissen, cette nouvelle disposition concerne non seulement des États membres de la CPI, mais aussi les militaires d'un État non membre de la CPI, mais qui agirait dans le cadre d'une invasion sur le territoire d'un État membre de la CPI. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de votre fidélité. Ne manquez pas les rendez-vous de l'information demain à 9h, la rétrospective à 11h30 à Canal Presse. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lorsqu'il sera 20h. Bonne soirée à tous.